Le fonctionnement du système nerveux, c'est quelque chose qui fait intervenir énormément de notions, que ce soit au niveau membrane, que ce soit au niveau anatomie, que ce soit au niveau de messagers chimiques, de récepteurs. Donc, il peut être pertinent d'en faire une fiche globale pour avoir une vision d'ensemble de tout ça. Donc, le système nerveux, il est divisé en deux catégories. Le système nerveux central, ici, avec l'encéphale et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, qui se subdivise en deux catégories au niveau des organes effecteurs. Le système nerveux somatique, qui est l'apanage des mouvements volontaires sur les muscles squelettiques, donc les muscles accrochés aux os, et du coup l'autre système, le système nerveux autonome, qui va énerver les muscles lisses et les glandes pour s'activer ou pas. Les muscles lisses étant des tissus de contraction dans la paroi des organes creux. Aussi dans le système nerveux périphérique, on peut retrouver les organes des sens et tous les nerfs qui vont participer à capter des informations de l'extérieur et de l'intérieur du corps pour les transmettre au système nerveux central. Cette transmission s'appelle les voies afférentes, voies qui sont censées apporter les informations des organes des sens vers le système nerveux central. Ça peut être les 5 classiques, vue, odorat, toucher, ouïe et goût, mais il n'y a pas que ça comme sens, il y a aussi l'équilibrioception, la proprioception, les sensations de chaleur et de douleur, bref. Toutes ces informations captées de l'extérieur ou de l'intérieur du corps vont être transmises au système nerveux central par les voies afférentes, ce système nerveux central qui va répondre à ces stimuli par les voies efférentes vers les organes effecteurs. Que ça soit par voie afférente ou efférente, le système nerveux communique via des cellules spécialisées, les neurones, cellules qui ont des prolongements dont un particulier qu'on appelle l'axone et qui va servir à transmettre une information électrique sous forme de potentiel d'action. L'axone est recouvert d'une gaine, la gaine de myéline. C'est une gaine de lipides formée principalement de membranes de cellules et du coup sacrément isolante. Cette gaine permet d'ailleurs au potentiel d'action d'aller un petit peu plus vite le long de l'axone en passant d'espaces intermyélines qu'on appelle les nœuds de Ranvier, donc de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, pour atteindre d'ailleurs une vitesse qui va jusqu'à 150 mètres secondes. Donc on a l'anatomie ici du système nerveux d'une manière générale, séparé en système nerveux central et système nerveux périphérique, avec un petit focus en bas sur comment à peu près est foutu un neurone. Ces neurones en question, on va voir comment ils fonctionnent et communiquent entre eux. Les neurones sont connectés via leur axone, leur prolongement le plus long, à d'autres neurones, soit sur leur corps cellulaire directement, soit sur leur prolongement qu'on appelle les dendrites. D'ailleurs, les endroits du système nerveux où il y a beaucoup d'axones, ça va être la substance blanche due à la gaine de myéline, et les endroits où il va y avoir beaucoup de dendrites et de corps cellulaires de neurones va être appelée la substance grise. Et au niveau du contact entre un axone et un autre neurone, il va y avoir communication via médiateurs chimiques. Cette zone de contact, on va l'étudier plus en détail, il s'agit d'une synapse. La synapse d'ailleurs peut être schématisée comme ça, avec à gauche le neurone présynaptique, qui est la terminaison de l'axone du premier neurone, et à droite le neurone postsynaptique, qui va être la dendrite ou le corps cellulaire du deuxième neurone, qui va recevoir le message. Dans le neurone présynaptique, on a des médiateurs chimiques qui sont stockés dans la partie terminale de l'axone qui s'appelle le bouton synaptique. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un potentiel d'action, c'est-à-dire un petit signal électrique, on va voir comment ça agit juste après, qui va arriver et va activer des canaux calciques voltage dépendants. Le côté voltage évoque une énergie électrique et le potentiel d'action étant un signal électrique, ces canaux vont s'ouvrir à l'arrivée du potentiel d'action et laisser passer les ions calcium. La présence de ces ions calcium en intracellulaire, donc dans l'axone, vont déclencher la libération des médiateurs chimiques dans la fente synaptique, dans l'espace entre le neurone pré- et post-synaptique. Ce médiateur chimique va se fixer sur ces récepteurs qui lui sont spécifiques, et ces récepteurs, une fois activés par la présence du médiateur chimique, vont déclencher des petits potentiels électriques, donc des potentiels dits graduels, des petits signaux électriques plus petits que le potentiel d'action avant, et on appelle ça des potentiels post-synaptiques, c'est des signaux électriques qui se situent après la synapse. D'ailleurs, si dans ce deuxième neurone, il y a assez de potentiel post-synaptique dans le neurone, il va y avoir possibilité de création ou non de potentiel d'action dans ce deuxième neurone. Donc le potentiel d'action qui part de son axone à lui à partir de la zone dite zone gâchette. Afin qu'il n'y ait pas tout le temps la présence du médiateur chimique dans la fente synaptique, il y a des mécanismes de régulation, donc la destruction du médiateur chimique ou sinon la recapture via une pompe de recapture afin de restocker le médiateur chimique dans les vésicules en présynaptique et pouvoir ainsi refaire une libération de médiateurs chimiques une nouvelle fois s'il y a un autre potentiel d'action qui arrive. Il est intéressant aussi de voir comment ce potentiel d'action ou ce potentiel post-synaptique marche. On va prendre l'exemple du potentiel d'action sur une partie de la membrane d'un neurone. Au repos, lorsqu'il n'y a pas de potentiel
potentiel d'action, de signal électrique nécessaire, il y a dans la membrane des pompes qui prennent du sodium et l'expulsent à l'extérieur. C'est plus compliqué que ça, mais on va rester sur le sodium pour être plus simple. La présence de sodium accru dans l'espace extracellulaire par rapport à celui intracellulaire provoque une répartition différente des charges entre extracellulaire et intracellulaire. Il y a beaucoup plus de charge plus à l'extérieur de la cellule, ce qui fait qu'il y a une différence de voltage entre extérieur et intérieur. Cette différence, elle est d'environ moins 70 millivolts. Le sodium étant plus nombreux à l'extérieur, il aura envie de rentrer à l'intérieur pour équilibrer les concentrations. On appelle ça un gradient de concentration. Et lorsque le signal électrique arrive, généralement on le représente de la gauche vers la droite, lorsque le signal électrique arrive, certaines protéines enchâssées dans la membrane qu'on appelle des canaux vont s'ouvrir. Ces canaux laissent passer spécifiquement le sodium et le sodium va pouvoir équilibrer ses concentrations. Et pendant un très court laps de temps et surtout sur une petite partie de la membrane, il va y avoir inversion des charges par rapport à la membrane repos. Cette inversion des charges, on appelle ça une dépolarisation, sachant que là on n'est pas dans les alentours de 70, on est les alentours de 30, donc plus 30 millivolts par rapport au potentiel de repos. Donc on a comme l'illustration ici, un déplacement très rapide sur une courte partie d'un axone, d'un petit signal électrique, d'une petite différence de répartition des charges, qui va se déplacer du corps cellulaire vers la terminaison nerveuse, vers la synapse. Donc voilà, vidéo très dense, mais qui à mon avis résume à peu près bien et surtout donne une vision d'ensemble de comment marche le système nerveux.